Ma famille m'a renié il y a des années à cause de fausses allégations de la petite amie de mon frère. Maintenant que la vérité a éclaté, ils essaient de revenir dans ma vie, ignorant la nouvelle vie et la famille que j'ai construite sans eux. Je parle du genre de trahison qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté familiale. Cela s'est passé il y a environ 8 ans, mais je suis enfin prêt à tout raconter, car honnêtement, garder cela pour moi me ronge. Alors, imaginez la scène. Moi, Jean-Luc, 32 ans, vivais à la maison tout en terminant mon diplôme d'ingénieur et en travaillant à temps partiel dans un garage local. J'avais 24 ans à l'époque. Mon jeune frère, Kevin, avait 22 ans et sortait avec cette fille, Anna, depuis environ 1 an et demi. Elle était de celles qui semblaient parfaites sur le papier, jolie, intelligente, issue d'une bonne famille. Mes parents l'adoraient absolument, toujours à dire à quel point Kevin avait de la chance et qu'elle était la belle-fille parfaite. Je ne l'ai jamais vraiment aimée, cependant. Quelque chose chez elle m'a toujours semblé faux. Elle était toute douce et innocente avec mes parents, mais je l'ai surprise à être plutôt méchante avec des employés de service quand elle pensait que personne ne regardait. De plus, elle avait cette façon de faire de petites remarques sur moi qui ressemblaient à des blagues, mais qui n'en étaient pas vraiment, vous savez? Par exemple, elle disait des choses comme « Oh, tu vis toujours à la maison. Quand vas-tu prendre ta vie en main comme Kevin ?» Avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Kevin était complètement sous son charme. Ce mec annulait des plans avec des amis, sautait des événements familiaux, réorganisait pratiquement toute sa vie autour de ce qu'Anna voulait. C'était pénible à regarder, mais c'était mon frère, et je me disais qu'il finirait par s'en rendre compte tout seul. Le jour où tout est parti en vrille a commencé assez normalement. Je devais aider Kevin à déménager des meubles de son appartement à son nouvel endroit. Nous avions prévu de nous retrouver là-bas vers 15h pour commencer, mais vers 13h30, il m'a envoyé un SMS me demandant si je pouvais venir plus tôt parce que sa voiture faisait des bruits étranges et qu'il devait passer au garage pour la faire examiner. Il a dit qu'il pourrait avoir 1 heure de retard, mais qu'Anna serait là pour me laisser entrer et que nous pourrions commencer à emballer les petites choses. Pas de problème, n'est-ce pas? Je me suis dit que je prendrais un café en chemin et que je prendrais peut-être de l'avance en emballant ses livres ou autres. Kevin m'avait donné sa clé de rechange il y a des mois quand il a emménagé pour la première fois, alors je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. Je suis arrivé à l'immeuble de Kevin vers 13h45 et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Le couloir était calme. La plupart des gens étaient probablement au travail un mardi après-midi. J'ai marché jusqu'à la porte de Kevin et j'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur. Je me suis dit qu'Anna était peut-être au téléphone ou regardait la télévision. J'ai utilisé ma clé pour déverrouiller la porte et je suis entré, appelant « Eh, c'est moi !» pour ne pas la surprendre. C'est là que je les ai vus. Anna était appuyée contre le mur du salon de Kevin avec les mains d'Antoine partout sur elle. Ils s'embrassaient comme des adolescents, complètement perdus l'un dans l'autre. Antoine, l'ami de mon frère depuis l'université, le gars qui était venu à tous les anniversaires et barbecues familiaux ces 3 dernières années. « Qu'est-ce que tu fous ?» ai-je crié. Ils se sont séparés instantanément. Le visage d'Anna est passé de la passion à la pure panique en 1 demi-seconde. Antoine s'est retourné et est devenu livide quand il m'a vu là. Pendant un instant, personne n'a rien dit. J'étais furieux. « Tu te moques de moi ?» ai-je dit, regardant entre eux. Dans l'appartement de mon propre frère. Pendant un instant, personne n'a rien dit. Puis Anna a commencé à pleurer. Elle a repoussé Antoine et a commencé à reculer vers le coin de la pièce, sanglotant et disant « S'il te plaît, ne lui dis pas encore et encore. » Antoine s'est interposé entre nous avec cette étrange posture protectrice. « Mec, tu dois partir » a-t-il dit. « Va-t'en. » Comme si c'était moi qui n'avais pas ma place ici. Kevin est mon frère. Qu'est-ce que tu penses faire, Antoine? C'est là qu'Anna a vraiment commencé à paniquer. Elle hyperventilait, disant des choses comme « Il va tout raconter, et Kevin ne me pardonnera jamais. » J'ai essayé de la calmer, mais elle est devenue de plus en plus hystérique. Et Antoine n'arrêtait pas de me dire de partir. Finalement, j'ai dit « Tant pis et je suis sorti. » Je me suis dit que j'appellerais Kevin et le laisserais gérer ça. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pensant à la façon dont j'allais annoncer la nouvelle à mon frère. Ça allait le détruire, mais il devait savoir. Le gars méritait mieux que d'être joué par quelqu'un en qui il avait confiance. Mais vers le soir,
mon téléphone a commencé à sonner avec des appels de Kevin. Quand j'ai répondu, il me hurlait dessus. « Qu'est-ce que tu as fait à Anna ?» La conversation avec Kevin était comme un cauchemar. Il était tellement en colère que j'ai à peine pu comprendre ce qu'il disait au début. Apparemment, Anna l'avait appelé immédiatement après mon départ, pleurant et lui disant que je l'avais attaqué chez lui. Son histoire était qu'elle était seule quand j'étais arrivé, et qu'en aidant avec les meubles, je l'avais forcée. Antoine appuyait son histoire, affirmant qu'il nous avait surpris, et qu'il avait essayé de m'arrêter, mais que j'étais trop fort, et que je les avais menacés tous les deux. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Kevin, c'est complètement fou. Je les ai surpris en train de s'embrasser. Elle te trompe avec Antoine. Tais-toi. Tu es un menteur, a-t-il dit. Anna ne me tromperait jamais. Elle m'aime. Tu es juste jaloux parce que tu ne peux pas avoir une fille comme elle. L'angle de la jalousie m'a frappé fort parce que c'était tellement ridicule. Je n'avais jamais été jaloux de la relation de Kevin. Au contraire, je me sentais mal pour lui parce que je pouvais voir à quel point elle était manipulatrice. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais réellement vu, mais Kevin n'en voulait rien savoir. Il a dit qu'Anna parlait à la police. La police. J'avais l'impression d'être dans une réalité alternative où rien n'avait de sens. Kevin, s'il te plaît. Tu dois m'écouter. Je suis ton frère. Pourquoi mentirais-je à ce sujet? Parce que tu l'as toujours détesté, a-t-il dit. Tu n'as jamais pu me voir heureux. Eh bien, félicitations. Tu as peut-être juste détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il m'a raccroché au nez. Je suis resté assis là, les mains tremblantes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il y a 20 minutes, je m'inquiétais de dire à mon frère que sa petite amie le trompait. Maintenant, apparemment, j'étais un agresseur. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, je suis entré et je les ai trouvés dans la cuisine. Ils savaient déjà. Kevin les avait appelés en premier et ils étaient tous les deux assis là, me regardant comme si j'étais un étranger. Ma mère pleurait et mon père me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Est-ce vrai ?» a demandé mon père. « Est-ce vrai que j'ai surpris Anna en train de tromper et qu'elle ment à ce sujet pour couvrir ses traces ?»« Oui, c'est vrai. » Ma mère a haleté comme si je venais d'avouer un meurtre. « Comment as-tu pu faire ça à ton frère ? À cette douce fille ?» J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était réellement passé, mais ils n'écoutaient pas mieux que Kevin. Ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. Ils préféraient croire que leur fils était capable d'agression plutôt que d'admettre que leur parfaite future belle-fille était une tricheuse. Les heures suivantes ont été surréalistes. Kevin est rentré à la maison avec Anna. Elle jouait parfaitement la victime, pleurant chaque fois que quelqu'un la regardait, tressaillant quand j'entrais dans la pièce. Elle avait clairement étudié le comportement des victimes de traumatisme et joué une performance digne d'un Oscar. Kevin ne me regardait même pas. Quand j'ai essayé de lui parler, il m'a dit de rester loin de sa petite amie fiance. Mon propre frère me traitait comme un agresseur dans notre propre maison. Le pire était de regarder mes parents consoler Anna. Ma mère lui préparait du thé et lui disait à quel point elle était courageuse. Mon père tapotait Kevin dans le dos et lui disait quel homme bien il était de soutenir sa femme. Pendant ce temps, j'étais assis là, leur vrai fils, et ils me traitaient comme un monstre. Personne ne me demandait ma version de l'histoire. Personne ne semblait se soucier que leur fils et leur frère puissent être innocents. Ils avaient déjà pris leur décision. Cette nuit-là, Kevin m'a acculé dans le couloir devant ma chambre. Il était différent de ce que je l'avais jamais vu. En colère d'une manière presque effrayante. « Si jamais tu t'approches d'Anna, je te battrai moi-même, a-t-il dit. Le petit frère à qui j'avais appris à lancer un ballon me parlait comme si j'étais son pire ennemi. Kevin, elle ment. Je jure devant Dieu qu'elle ment. Je l'ai surprise en train de tromper et elle se couvre. Il m'a attrapé par la chemise et m'a plaqué contre le mur. Mon petit frère me regardait comme s'il voulait me tuer. Tu vas continuer à mentir même maintenant, a-t-il dit. Même après ce que tu lui as fait? Tu es malade, mec. Tu es vraiment malade. Je l'ai repoussé. Très bien. Ne me croyez pas. Mais quand vous découvrirez la vérité, ne venez pas pleurer auprès de moi. La seule vérité est que mon frère est un monstre, a-t-il dit. Et je ne te pardonnerai jamais ça. 2 jours plus tard,
la police est arrivée chez nous avec un mandat d'arrêt contre moi. Je savais que ça allait arriver. Anna avait déposé une plainte formelle et Antoine corroborait son histoire. Mais être menotté devant mes voisins était humiliant au-delà des mots. Le détective en charge de mon affaire était un homme plus âgé qui pensait clairement que j'étais coupable dès le début. Pendant l'interrogatoire, il n'arrêtait pas de me poser des questions comme « Avez-vous planifié cela ou était-ce un crime passionnel ?» Comme s'il essayait juste de me faire avouer quelque chose que je n'avais pas fait. Il avait cette attitude fatiguée, j'ai tout vu, qui me disait qu'il avait entendu toutes les excuses du monde et n'achetait pas la mienne. Je lui ai dit la vérité, que j'avais surpris Anna en train de tromper et qu'elle mentait pour se couvrir. Mais il a dit que c'est ce que les gars comme moi disent toujours. Apparemment, affirmer que la victime mentait était une défense si courante que cela me faisait en fait paraître plus coupable. Mes parents n'arrêtaient pas de me demander si j'étais sûr que c'était ce qui s'était passé, comme si j'étais peut-être confus ou que j'avais peur de dire la vérité. La seule personne qui me croyait était mon ami Julien, qui a dit qu'il savait qu'Anna était louche depuis le premier jour. L'enquête a traîné pendant 6 semaines. 6 semaines de ma vie suspendue pendant que la police interrogeait des témoins et recueillait des preuves. La maison était comme une zone de guerre. Kevin et Anna étaient là constamment. Et elle exploitait le rôle de victime pour tout ce qu'il valait. Elle avait des crises de panique chaque fois que j'étais dans la pièce et pleurait auprès de mes parents à quel point elle était traumatisée. La performance ne s'arrêtait jamais, même quand elle pensait que personne ne la regardait. Kevin était son fidèle chien de garde à travers tout ça. Il restait avec elle pendant ces épisodes et me regardait d'un air féroce comme si j'étais une sorte d'animal qu'il fallait contenir. Mes parents y croyaient complètement aussi. Ils consolaient Anna et lui disaient à quel point ils étaient désolés que leur fils lui ait fait ça. J'avais l'impression d'être un fantôme hantant ma propre maison. Le pire, c'est que personne ne voulait entendre ma version de l'histoire. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce qui s'était réellement passé, ils me coupaient court et disaient que je retraumatisais la victime. J'étais coupable jusqu'à preuve du contraire. Et peut-être même pas alors. Mon université m'a suspendu en attendant le résultat de l'enquête. Mon employeur m'a licencié pour conduite indigne. Les amis ont cessé d'appeler et de répondre aux SMS. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre petite ville, et je ne pouvais aller nulle part sans que les gens me regardent et chuchotent. Julien a été le seul à rester à mes côtés. Il venait me voir et traînait, ce qui était gênant parce que Kevin quittait la pièce chaque fois que Julien se montrait. Julien n'arrêtait pas de dire qu'il savait que j'étais innocent et que la vérité finirait par éclater. Parfois, je me demandais s'il était juste loyal ou s'il me croyait réellement, mais son soutien était la seule chose qui me maintenait sain d'esprit. Au bout d'environ 1 mois, le détective m'a convoqué pour un autre interrogatoire. Il a dit qu'ils avaient enquêté sur l'histoire d'Antoine et trouvé des incohérences. Apparemment, Antoine avait changé son histoire 2 fois sur ce qu'il avait exactement vu, et son calendrier ne correspondait pas à celui d'Anna. Quand vous mentez, il est difficile de garder tous les détails en tête, surtout sous la surveillance policière. Le détective m'a également dit qu'ils avaient demandé les relevés téléphoniques d'Anna et trouvé des SMS intéressants. Il ne m'a pas dit ce qu'il disait, mais son attitude envers moi avait définitivement changé. Il posait des questions différentes, comme si j'avais des preuves de l'affaire que je prétendais avoir découverte. Maintenant, pour ma malchance absolue, il n'y avait pas de caméra de sécurité autour de l'endroit de Kevin. Je n'avais aucune preuve, sauf ce que j'avais vu de mes propres yeux, ce qui n'était apparemment pas suffisant. 2 semaines plus tard, les charges ont été abandonnées. Le détective a appelé pour me dire qu'il n'avait trouvé aucune preuve pour étayer les allégations d'Anna et plusieurs éléments de preuve qui contredisaient son histoire. Il a dit qu'il ne poursuivrait pas l'affaire. Le soulagement que j'ai ressenti était accablant, mais il était mêlé à de la colère qu'il ait fallu 6 semaines pour arriver à la conclusion évidente. Vous penseriez que ce serait la fin, mais vous auriez tort. La réaction de mes parents à l'abandon des charges fut en gros, eh bien, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le prouver que ça n'est pas arrivé. Ils ont dit qu'ils étaient déçus par le système judiciaire et qu'ils savaient ce qu'ils croyaient. C'était comme s'ils étaient plus investis dans le fait d'avoir raison que dans l'innocence de leur fils. Kevin était encore pire. Il a dit que l'abandon des charges ne prouvait rien. Les contorsions mentales étaient incroyables. Plutôt que d'admettre qu'ils s'étaient trompés, ils ont persisté dans leur conviction que j'étais coupable. Mais le pire, c'est qu'ils sont tous restés fidèles à Anna. Même après l'abandon des charges, même après qu'il soit devenu clair que son histoire ne tenait pas,
ma famille a choisi de la croire plutôt que moi. Elle venait toujours au dîner de famille. Kevin la traitait toujours comme sa princesse. Mes parents la traitaient toujours comme leur future belle-fille. C'était moi qui n'étais pas le bienvenu dans ma propre maison. Mes parents ont dit que je pouvais rester jusqu'à ce que je trouve mes marques, mais il était clair qu'ils voulaient que je parte. Kevin a clairement fait comprendre qu'il ne supportait pas d'être dans la même pièce que moi. La maison qui avait été ma maison pendant 24 ans est soudainement devenue hostile et étrangère. Le coup de grâce est arrivé environ 2 semaines après l'abandon des charges. J'ai surpris mes parents en train de parler dans la cuisine de leurs inquiétudes à mon sujet et de la nécessité de penser au confort d'Anna. Ils choisissaient littéralement la petite amie menteuse de mon frère plutôt que leur propre fils. La conversation que j'ai surprise a été brutale. Ils discutaient de la possibilité de me demander de déménager définitivement parce que ma présence dérangeait Anna. Cette nuit-là, j'ai tout ce que je possédais dans ma voiture. J'ai laissé un mot disant que je quittais la ville et de ne pas me chercher. J'ai conduit directement chez Julien et lui ai dit que j'en avais fini. Fini avec ma famille. Fini avec cette ville. Fini d'essayer de prouver mon innocence à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais coupable. Julien a essayé de me faire changer d'avis. Il a dit que je devrais rester et me battre, mais j'avais fini de me battre. Parfois, il faut savoir quand partir. Même si partir signifie perdre tout ce qui comptait pour vous. Je savais que même si je me battais, le mal était déjà fait et je n'avais aucune preuve. Je savais que je n'avais plus ma place dans ma famille. Je suis parti vers le nord sans plan précis, sauf de m'éloigner le plus possible. J'ai atterri à Montréal parce que c'était la première grande ville que j'ai rencontrée après avoir traversé la frontière. Et honnêtement, la distance me convenait. Je me suis dit que si je devais disparaître, autant le faire correctement. Les panneaux français et la monnaie différente donnaient l'impression d'un monde complètement différent, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Les premiers mois ont été incroyablement difficiles. Je vivais dans un minuscule studio dans un quartier difficile de la ville, travaillant sur des chantiers de construction payés au noir. Mon français était nul, alors je travaillais principalement avec d'autres anglophones qui étaient tout aussi désespérés de trouver du travail que moi. L'équipe de construction est devenue comme une famille temporaire, des gars qui ne posaient pas de questions sur votre passé et ne vous jugeaient que sur votre capacité à manier un marteau et à être à l'heure. Le plus dur était l'isolement. Pour la première fois de ma vie, je n'avais personne. Pas de famille, pas d'amis d'enfance, pas de contact du tout. Juste moi dans un pays étranger essayant de comprendre comment reconstruire toute mon existence à partir de zéro. Certaines nuits, je restais assis dans ce minuscule appartement à manger des ramen et à me demander si j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. Le travail était brutal mais thérapeutique. Il y a quelque chose dans le fait de construire des choses avec ses mains qui aide à se vider la tête quand tout le reste s'effondre. Je me suis spécialisé dans le cadrage et le placo, un travail qui exigeait concentration et précision. L'épuisement physique m'aidait à dormir, et la satisfaction de voir un bâtiment prendre forme pièce par pièce me donnait quelque chose dont être fier quand tout le reste semblait désespéré. J'ai changé de nom légalement après environ 6 mois. Cela m'a coûté presque tout ce que j'avais économisé, mais j'avais besoin de me débarrasser complètement de cette ancienne identité. Chaque fois que je voyais mon ancien nom sur des documents, cela me rappelait tout ce qui s'était passé. Le nouveau nom donnait l'impression de mettre des vêtements propres après avoir été couvert de boue. Julien est resté en contact, ce qui m'a probablement sauvé la raison. Il appelait toutes les 2 semaines pour prendre des nouvelles et a finalement commencé à me rendre visite quelques fois par an. C'était bien d'avoir une personne de mon ancienne vie qui croyait encore en moi. Il me mettait au courant de ce qui se passait chez moi, même si la plupart du temps, je ne voulais pas l'entendre. Entendre parler de la vie de ma famille sans moi, c'était comme gratter une cicatrice qui ne guérissait pas. Apparemment, Kevin et Anna étaient devenus plus sérieux après mon départ. Ils l'avaient demandé en mariage avec une mise en scène élaborée dans le parc où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Mes parents étaient ravis, parlant constamment de projets de mariage et de petits-enfants. Kevin avait obtenu une promotion à son travail, et ils s'étaient installés dans une vie domestique ensemble. De l'extérieur, cela ressemblait à la fin heureuse parfaite, à l'exception du fils et du frère qu'ils avaient jetés pour que cela se produise. Julien ne l'a jamais dit directement, mais je pouvais dire qu'il pensait que ma famille était détraquée d'avoir choisi Anna plutôt que moi. Il faisait des commentaires sur la façon dont c'était étrange qu'il ne me mentionne jamais ou ne semble pas s'inquiéter de l'endroit où j'étais allé, mais il m'était fidèle à moi, pas à eux.
Alors, il gardait ses observations pour lui la plupart du temps. Il a mentionné que certains de nos amis communs avaient commencé à poser des questions sur ma disparition, mais Kevin et mes parents avaient juste dit que j'avais déménagé pour le travail. Au bout d'un an environ, j'ai commencé à vraiment me reprendre en main. Je me suis inscrit à un programme universitaire pour terminer mon diplôme d'ingénieur en utilisant ma nouvelle identité et mon statut de résident canadien. La transition vers la vie universitaire a été déconcertante après des mois de travail physique, mais cela faisait du bien de réutiliser mon cerveau. Je me suis fait quelques amis, rien de profond, mais des gens avec qui prendre un verre ou regarder des matchs de hockey. La situation professionnelle s'est également améliorée. J'ai trouvé un emploi dans une entreprise de construction spécialisée dans les bâtiments commerciaux. Le salaire était décent et le travail satisfaisant. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un vers la 2e année, bien que la confiance était toujours un problème majeur. Mais lentement, progressivement, j'ai appris à m'ouvrir. Avoir une routine, un appartement décent, un travail que je ne détestais pas et quelques personnes qui me connaissaient comme un homme ordinaire a contribué à restaurer ma confiance. La véritable percée est survenue la 3e année, lorsque j'ai rencontré Chloé dans un café près du campus. Elle était étudiante en soins infirmiers, originaire de Vancouver, et nous avons tout de suite accroché. Elle était patiente avec mes problèmes de confiance, ne me poussant jamais quand j'étais manifestement mal à l'aise. Nous avons pris les choses incroyablement lentement. Je lui ai dit que j'avais un passé compliqué, mais je n'ai pas donné de détails. Elle n'a pas insisté pour avoir des informations, ce qui m'a fait encore plus confiance. Au moment où j'étais prêt à lui raconter toute l'histoire, nous étions ensemble depuis près d'1 an, et elle me connaissait déjà assez bien pour savoir que je n'étais pas capable de ce dont j'avais été accusé. Chloé a tout changé pour moi. Elle m'a aidé à me souvenir de qui j'étais avant que tout ne soit détruit. Son milieu familial était complètement différent du mien. Elle avait grandi dans un foyer stable où les parents communiquaient réellement avec leurs enfants et résolvaient les problèmes au lieu de choisir leur camp. Quand elle parlait de son enfance, cela ressemblait à des histoires d'une autre planète. Nous sommes devenus très sérieux rapidement une fois que je me suis ouvert à elle. Elle a été la première personne, à part Julien, à entendre toute l'histoire et à dire immédiatement « c'est complètement fou que ta famille l'ait cru plutôt que toi ». Avoir quelqu'un qui valide que c'était fou, que je n'exagérais pas ou que je n'étais pas dramatique, a été énorme pour ma santé mentale. Quand Chloé m'a emmené à Vancouver pour les rencontrer, ils m'ont accueilli comme si j'avais toujours fait partie de leur famille. Son père m'a appris à pêcher sur le fleuve Fraser. Sa mère a partagé des recettes de famille transmises de génération en génération. Et personne n'a remis en question mon passé ni ne m'a fait sentir que je devais faire mes preuves. Ils ont simplement accepté que j'étais important pour Chloé, et c'était suffisant pour eux. Les parents de Chloé étaient mariés depuis 30 ans et agissaient toujours comme s'ils appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Après environ 2 ans ensemble, Chloé est tombée enceinte. Des jumeaux, ce qui était à la fois terrifiant et incroyable. Nous allions avoir un garçon et une fille, et je me souviens avoir pensé que ces enfants ne connaîtraient jamais la douleur d'être abandonnés par leur famille. Quand les enfants sont nés, tout s'est mis en place. En tenant mon fils et ma fille pour la première fois, je savais que je mourrais littéralement avant de laisser quiconque leur faire du mal comme j'avais été blessé. Ces enfants allaient grandir en sachant que leur père les croirait toujours, les soutiendrait toujours, serait toujours de leur côté. Les enfants ont 4 ans maintenant, et ils sont tout pour moi. La famille de Chloé est intervenue d'une manière qui m'a époustouflé. Ses parents ont déménagé à Montréal pour être plus proches de leurs petits-enfants, prenant une retraite anticipée pour nous aider avec la garde des enfants. Son père m'a aidé à acheter une maison dans un bon quartier avec de bonnes écoles, en se portant garant de l'hypothèque lorsque mon historique de crédit n'était pas assez solide. Sa mère a pratiquement emménagé pendant le 1er mois après la naissance des jumeaux, faisant la lessive, cuisinant et nous apprenant à Chloé et moi à gérer 2 bébés à la fois. J'ai été promu chef de projet à l'entreprise de construction, ce qui s'est accompagné d'un meilleur salaire et d'horaires plus flexibles. La promotion signifiait que je pouvais passer plus de temps avec les enfants tout en faisant progresser ma carrière. Chloé a terminé son diplôme en soins infirmiers et a trouvé un emploi à l'hôpital pour enfants, ce qui était parfait car elle pouvait comprendre ce que les familles traversaient. Nous vivions en fait un rêve. De bons emplois, une belle maison, des enfants en bonne santé, une famille élargie solidaire. Les enfants ont grandi en pensant qu'ils avaient une seule paire de grands-parents, et c'était normal. J'ai dit la vérité aux parents de Chloé sur ma famille, et ils ont clairement fait savoir qu'en ce qui les concernait, j'étais leur fils maintenant.
Ils ont pris leur fonction de grands-parents au sérieux, se présentant à chaque fête d'anniversaire, pièces de théâtre scolaire et matchs de football. Mes enfants les appelaient grand-mère et grand-père et étaient gâtés comme n'importe quels autres petits-enfants. Julien continuait de nous rendre visite, généralement 2 fois par an, et est devenu comme un oncle pour les enfants. Il l'aimait, et il aimait pouvoir les gâter, puis nous les rendre quand ils devenaient grincheux. Il continuait à me tenir informé de ce qui se passait chez moi, bien que maintenant je ne voulais plus vraiment savoir. Kevin et Anna s'étaient mariés lors d'un grand mariage coûteux que mes parents avaient apparemment payé. Ils avaient acheté une maison à 3 rues de là où nous avions grandi, suffisamment proche de mes parents pour qu'Anna puisse continuer son numéro de belle-fille parfaite. Kevin travaillait dans le même cabinet d'ingénierie où mon père avait travaillé avant de prendre sa retraite. C'était comme s'il vivait la vie que j'étais censé avoir avec la femme qui avait détruit ma chance de l'avoir. Julien a dit que mes parents ne me mentionnaient toujours pas et ne demandent pas comment j'allais. C'était comme si je n'avais jamais existé. Ils avaient créé cette réalité alternative où leur fils était Kevin et leur belle-fille était Anna. Et j'avais simplement été effacé de l'histoire familiale. Honnêtement, à ce stade, cela ne faisait plus aussi mal qu'avant. J'avais une famille qui se souciait réellement de moi. Des enfants qui pensaient que j'étais un héros parce que je pouvais réparer leurs jouets cassés et faire des crêpes le samedi matin. Et une vie construite sur la vérité au lieu de mensonges. 8 ans après que tout se soit effondré et 5 ans de vie de famille paisible avec Chloé et les jumeaux, l'univers a décidé de me tester à nouveau. C'était un samedi matin et j'aidais mon fils avec ses devoirs de mathématiques pendant que ma fille et Chloé étaient à l'épicerie. Juste un samedi matin normal. La sonnette a retenti et j'ai pensé que c'était probablement un voisin ou un livreur. Mon fils a couru répondre avant que je puisse l'arrêter. Je l'ai entendu parler à quelqu'un mais n'ai pas pu distinguer ce qui se disait. Puis il est revenu en courant, l'air confus. « Papa, il y a un vieil homme à la porte qui dit qu'il est ton père. » Mon estomac s'est noué. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et mon père se tenait sur mon porche au Canada, l'air plus vieux et plus fatigué que dans mes souvenirs, mais c'était bien lui. Il portait un manteau d'hiver qui semblait cher mais lui pendait lâchement sur le corps, comme s'il avait perdu du poids récemment. Pendant un instant, j'ai cru que j'hallucinais. Cet homme qui m'avait renié il y a 8 ans se tenait d'une manière ou d'une autre à ma porte comme dans un cauchemar. « Bonjour, mon fils, dit-il doucement. » Sa voix était la même, mais il y avait quelque chose de brisé en elle. J'ai claqué cette porte si fort que tout le cadre a tremblé. Tous ces vieux sentiments de trahison et de colère sont revenus en masse comme si c'était hier. Mes mains tremblaient, et j'entendais mon cœur battre la chamade dans mes oreilles. Mon père n'arrêtait pas de frapper et d'appeler mon nom, mon ancien nom, qui sonnait étranger après toutes ces années. « S'il te plaît, mon fils, ouvre cette porte et laisse-moi te parler. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Le désespoir dans sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Mais ensuite Chloé est rentrée avec notre fille et elle demandait qui était cet homme à la porte. J'ai expliqué la situation aussi simplement que possible. Chloé avait entendu toute l'histoire, évidemment, mais elle ne s'était jamais attendue à rencontrer l'un des membres de ma famille. Elle était furieuse en mon nom, mais elle m'a dit de prendre mon temps et de voir ce qu'il voulait pendant qu'elle occuperait les enfants. Elle les a emmenés dans leur chambre et m'a laissé de l'espace pour gérer tout cela. Puis j'ai ouvert la porte et laissé mon père entrer. Il a regardé autour de la maison, observant les photos de famille sur les murs, les dessins des enfants sur le réfrigérateur, les signes évidents d'une vie de famille heureuse. Il y avait des photos de fêtes d'anniversaire, de vacances en famille, d'événements scolaires, des années de souvenirs dont il n'avait jamais fait partie. « Tu as réussi, dit-il, et il y avait une admiration sincère dans sa voix. « Pas grâce à toi, ai-je répondu. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il s'est assis lourdement sur mon canapé et a soudainement l'air d'avoir tous ses 73 ans. Ses cheveux étaient devenus complètement gris et il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là avant. « Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que nous avons découvert le mois dernier. » Ce que mon père m'a dit ensuite était à la fois une justification et une source d'exaspération. Apparemment, le mariage de Kevin et Anna n'était pas le conte de fées que tout le monde pensait. Il y a environ 6 mois, Kevin avait commencé à remarquer un comportement étrange de la part d'Anna. Elle était secrète avec son téléphone, trouvait des excuses pour sortir seule, restait tard au travail pour des projets qui ne semblaient jamais se concrétiser. Kevin a décidé de faire des recherches avant de la confronter. Il a suivi Anna un soir où elle disait aller à son club de lecture,
seulement pour voir sa voiture garée devant un restaurant du centre-ville. Il a attendu dans sa voiture pendant 3 heures jusqu'à ce qu'elle en sorte avec Antoine. Mais il ne les a pas confrontés immédiatement. Au lieu de cela, il a commencé à prêter attention à tout, son emploi du temps, ses excuses, son comportement quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Il a commencé à documenter l'affaire. Il les a suivis pendant des semaines, obtenant des photos et des preuves vidéo de leur relation. Il s'est avéré qu'elle avait toujours une liaison avec Antoine, qui était maintenant marié et avait lui-même des enfants. Ils se rencontraient dans des hôtels, au bureau d'Antoine après les heures de travail. L'affaire n'avait jamais vraiment pris fin. Il s'était juste amélioré pour la cacher. Mais voici la partie qui m'a fait bouillir le sang. Il menait cette liaison depuis des années. Pas des mois, des années. Cela se passait avant que je ne les surprenne la première fois et a continué tout au long de leur mariage. Kevin a trouvé des relevés de cartes de crédit montrant des visites régulières à l'hôtel tout au long de leur mariage, ainsi que des preuves qu'ils se rencontraient même avant le mariage. Elle menait une double vie pendant pratiquement toute leur relation. Il avait également découvert des SMS entre eux. Ce qu'il y avait dans ces messages était dévastateur. Ils planifiaient leur avenir ensemble, parlaient de quitter leurs conjoints respectifs, discutaient même de ce qu'ils feraient si quelqu'un découvrait leur histoire. Le comble. Pendant leur mariage, Antoine l'avait mise enceinte et elle avait eu un avortement sans le dire à Kevin, terrifié que ce ne soit pas le sien. Les messages les montraient riant de la naïveté de Kevin et de la facilité avec laquelle il avait été facile de tromper tout le monde. Dans ces messages, Anna était également terrifiée que la famille découvre la vérité sur tout ce qu'ils avaient fait. Elle était paranoïaque que je puisse d'une manière ou d'une autre prouver mon innocence et exposer leurs mensonges. Ils avaient même discuté de ce qu'ils feraient si jamais je revenais et essayaient de dire aux gens ce qui s'était réellement passé. Quand Kevin l'a finalement confrontée avec toutes les preuves, elle s'est effondrée et a tout avoué. Elle a admis qu'elle et Antoine étaient impliqués avant Kevin, qu'ils n'avaient jamais vraiment cessé de se voir, et que lorsque je les avais surpris ce jour-là il y a des années, elle avait paniqué et inventé l'histoire de l'agression pour couvrir ses traces. Elle s'est complètement effondrée et a admis avoir menti sur tout. Elle avait épousé Kevin tout en étant amoureuse d'Antoine. Elle avait laissé ma famille me détruire pour protéger son secret. Et elle avait prévu de quitter Kevin pour Antoine dès que le divorce d'Antoine serait finalisé et qu'ils pourraient être ensemble ouvertement. Mon père avait découvert tout cela quand Kevin était venu le voir pour des conseils concernant le divorce. Kevin était complètement détruit, demandant comment il avait pu être si aveugle, comment il avait pu gaspiller des années de sa vie avec quelqu'un qui ne l'avait jamais aimé et comment il avait détruit sa relation avec son frère pour une femme qui avait menti sur tout depuis le début. Kevin est hors de lui. Mon père a dit qu'il savait qu'il avait détruit sa relation avec son frère pour une tricheuse. Il veut t'appeler pour s'excuser, mais il ne sait même pas comment te trouver. Il a demandé à tout le monde s'il savait où tu étais allé. Mais tu as juste complètement disparu. Je suis resté assis là, essayant de traiter toutes ces informations. 8 ans trop tard. Ma famille savait enfin la vérité. 8 ans après m'avoir jeté comme des ordures. Ils avaient enfin compris que j'avais dit la vérité depuis le début. La justification me semblait vide après tant de temps. Et toi, ai-je demandé à mon père. Quelle est ton excuse pour l'avoir cru plutôt que ton propre fils? Il a baissé les yeux sur ses mains et j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. Je n'en ai pas. Nous nous sommes trompés. Complètement, absolument trompés. Nous avons laissé cette fille nous manipuler pour détruire notre propre famille et nous avons passé des années à vivre avec les conséquences. L'avez-vous fait, cependant, ai-je demandé. Parce que d'après ce que Julien me dit, vous sembliez tous plutôt heureux de votre choix. Vous avez eu votre belle-fille parfaite, votre mariage de conte de fées, votre famille heureuse. Vous m'avez juste effacé du tableau et êtes passé à autre chose comme si je n'avais jamais existé. Nous avons essayé, a-t-il admis, mais pas un jour ne s'est passé sans que je ne pense à toi. Me demandant où tu étais, si tu allais bien, si tu nous pardonnerais un jour. Ta mère, elle n'a jamais été la même. Elle est sous antidépresseur depuis des années, pleurant à chaque Noël et anniversaire. Parce que son fils n'est pas là. Son fils était là, ai-je dit. Vous avez juste choisi de croire que j'étais un agresseur au lieu de m'écouter. Nous avons parlé pendant environ 2 heures. Il m'a raconté comment le monde de Kevin s'était effondré lorsqu'il avait appris la vérité. Comment ma mère avait été dévastée de découvrir ce qu'ils avaient fait à un fils innocent.
Comment ils avaient tous essayé de me retrouver et de faire amende honorable. Il a dit qu'ils avaient engagé un détective privé qui m'avait finalement retrouvé à Montréal. Je lui ai parlé de ma vie, de ma femme, de mes enfants, de ma carrière, de mes beaux-parents qui me traitaient comme de la famille. Je lui ai montré des photos de ses petits-enfants qu'il ne rencontrerait jamais. Je lui ai parlé des traditions familiales que nous avions créées, de la vie que j'avais construite à partir de rien. Je lui ai expliqué comment les parents de Chloé avaient endossé le rôle de grands-parents et comment mes enfants n'avaient jamais su qu'il leur manquait quoi que ce soit. Je veux arranger les choses, a-t-il dit. Je sais que je ne peux pas défaire ce que nous avons fait, mais peut-être pouvons-nous trouver un moyen d'avancer. Peut-être que nous pouvons redevenir une famille. Il n'y a pas de chemin, lui ai-je dit, vous avez fait votre choix il y a 8 ans. Vous avez choisi de croire une menteuse plutôt que votre propre fils. Vous m'avez jeté comme si je n'étais rien. Et maintenant vous voulez que je pardonne et oublie simplement parce que vous avez enfin compris la vérité. Je lui ai parlé des années de thérapie, des problèmes de confiance, de la destruction complète de ma foi en la loyauté familiale. Je lui ai expliqué comment j'avais construit une nouvelle vie avec des gens qui se souciaient réellement de moi, et comment son apparition soudaine avait perturbé la paix que j'avais travaillé si dur pour atteindre. J'ai parlé des cauchemars que j'avais eus pendant des années, me demandant si j'étais vraiment le monstre qu'il pensait que j'étais. Je suis désolé, dit-il, et il pleurait maintenant. Je suis désolé pour tout. Nous étions de terribles parents et tu mérites tellement mieux. Vos excuses sont trop tardives, ai-je dit. J'ai une famille maintenant qui me choisit chaque jour, qui croit en moi, qui ne me jetterait jamais pour les mensonges de quelqu'un d'autre. Vous pouvez prendre votre culpabilité et vos excuses et retourner à ce qu'il reste de la famille que vous avez choisi de protéger. Je l'ai accompagné à la porte et lui ai dit de ne plus me contacter. Il m'a tendu un morceau de papier avec le numéro de téléphone de Kevin. Il a dit que Kevin voulait aussi s'excuser et espérait renouer. Je l'ai jeté à la poubelle sans le regarder, m'assurant qu'il me voyait le faire. Après son départ, je me suis assis sur mon canapé et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais enfin complètement libre. La vérité était connue. Ma famille savait qu'elle s'était trompée, et je m'en fichais désormais. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici, dans cette maison, avec ma femme et mes enfants, et la famille qui avait choisi de m'aimer. Chloé est descendue après avoir couché les enfants et m'a trouvé assis là. « Tu vas bien ? Comment tu te sens ?» m'a-t-elle demandé, s'asseyant à côté de moi et me prenant la main. « Je peux enfin clore ce chapitre, ai-je dit. Ils connaissent la vérité maintenant et ça ne change rien. C'est ma famille. Vous êtes ma famille et c'est suffisant. » Julien a appelé plus tard cette nuit-là pour prendre de mes nouvelles. Apparemment, mon père l'avait contacté pour obtenir mon adresse, et Julien avait hésité à me prévenir ou non. Je lui ai raconté ce que mon père avait dit et Julien a juste ri. Il leur a fallu du temps pour comprendre, a-t-il dit. Dommage qu'il t'ait perdu dans le processus. Leur perte, ai-je dit. Et pour la première fois en 7 ans, je le pensais vraiment. Eddie, beaucoup de gens demandent si je vais renouer avec Kevin. La réponse est non. Il a eu 8 ans pour découvrir la vérité ou du moins remettre en question l'histoire d'Anna. Au lieu de cela, il l'a épousée et a vécu heureux pour toujours pendant que je reconstruisais ma vie à partir de rien. Certains ponts brûlent complètement et ce n'est pas grave. Deuxième Eddie. Pour ceux qui s'interrogent sur mes enfants, ils savent que je suis originaire des États-Unis et que j'ai de la famille là-bas à qui je ne parle pas. Quand ils seront plus grands, je leur raconterai toute l'histoire. Pour l'instant, ce sont juste des enfants heureux avec des parents qui les aiment et des grands-parents qui les gâtent à outrance. C'est comme ça que je veux que ça reste.